Resalut! Aujourd'hui, je vais vous parler des 8 livres que j'ai lus récemment et vous allez voir qu'on va toucher à tous les niveaux d'appréciation possibles parce que j'ai lu des trucs qui étaient incroyables et j'ai lu des trucs qui étaient absolument pas incroyables. Donc c'est parti pour un classement de toutes mes lectures. J'ai remarqué en préparant la liste de mes lectures pour cette vidéo que parmi les 8 livres que j'avais lus, il y avait 7 genres littéraires différents. Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit menu littéraire avant de commencer. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 science-fiction, un contemporain, une romance, un thriller, un roman de littérature générale, un roman d'horreur et un roman historique. Je vais les classer dans un ordre croissant d'appréciation, donc on va y aller avec les lectures que j'ai le moins aimées en premier. Ok, alors en 8e position, j'aurais jamais cru que ça allait être celui-ci. C'est Vers les étoiles de Marie Robinette Kowal. Si vous m'aviez dit à quel point ce livre allait être un flop total, là, je vous aurais jamais cru. Parce que sur papier, le résumé est parfait pour moi. C'est fait pour moi. C'est une sorte de science-fiction historique qui se déroule en 1952. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a une météorite qui va s'écraser sur la Terre et qui va menacer le futur de l'humanité. Et donc, le programme spatial de l'époque va s'orienter pour explorer l'espace pour s'assurer que quand la Terre va devenir totalement inhabitable, ben les humains auront un autre lieu où vivre. Mais à cette époque, les femmes sont pas du tout acceptées dans les programmes d'astronautes, donc notre protagoniste va travailler très fort pour devenir une des premières femmes à aller dans l'espace. Sérieusement, il y a quoi là-dedans qui devrait pas me plaire? Le premier problème, là, c'est que moi, météorite qui s'écrase, situation un petit peu post-apocalyptique, oh oui, j'aime ça, donne-en moi, mais on m'en a pas donné. La météorite s'écrase et genre 2 chapitres plus tard, t'oublies totalement que t'as la moitié d'un continent qui est ruiné, que t'as des millions de gens qui sont en famine totale. Tu fais juste suivre la protagoniste avec son mari. Ils ont les scènes de sexe les plus malaisantes que j'ai jamais lues de ma vie. Genre les deux c'est des intellectuels, ok? Donc à chaque fois c'est juste des métaphores puis du roleplay de décollage de fusée. C'était horrible! Mais donc ok, tu suis son quotidien avec le mari, tu la suis à travers sa gestion de son stress parce qu'elle a très peur de donner genre des exposés oraux et à cause de son stress elle vomit en permanence et c'est vraiment comme c'est un roman à propos de ce qu'elle va faire pour surpasser son problème d'anxiété. En soi c'est pas quelque chose qui devrait ne pas m'intéresser. Je suis anxieuse, je peux relate. Mais c'est parce que le but de ce livre-là, c'était d'aller dans l'espace, puis de survivre à une météorite, puis oui, ok, on va aller dans l'espace, mais c'est juste le chemin pour s'y rendre était pas intéressant. J'ai lu comme 50 pages de ce livre et j'étais prête à l'arrêter. Mais je le continuais parce que je me disais, ça peut pas ne pas m'intéresser. J'adore les romans de personnes qui s'entraînent pour aller dans l'espace. En plus, en étant une femme, elle a tellement d'obstacles sur son chemin et tout. Mais il y avait quelque chose de ce livre qui faisait juste pas du tout connecter avec moi. La narration de la protagoniste, j'aimais pas son personnage. Bref, j'aurais absolument dû abandonner ce livre, totalement. Mais je l'ai pas fait, puis au final, je regrette parce que j'ai juste l'impression que j'ai perdu mon temps. C'était tellement prometteur, mais c'était fade. Oh, je comprends pas du tout, je comprends pas. J'ai donné 1.75 étoiles au final et je vais pas continuer la série. Ensuite, on enchaîne avec Never Lie de Freida McFadden. Ça, c'est un thriller avec une note très positive sur Goodreads. Je pense que c'est un titre qui est tombé sur mon radar justement à cause de la vidéo où je faisais un classement des 50 livres les plus lus de l'année sur Goodreads. Et le résumé m'intéressait, j'étais très partante. Ensuite, 2 points de vue. Donc, le premier, c'est celui d'un couple qui va visiter une maison à vendre et ils vont s'y retrouver pris à cause d'une tempête de neige et il se trouve que c'est la maison d'une psychiatre qui est portée disparue depuis quelques années. Et dans le second point de vue, ben, on va suivre le passé de la psychiatre pendant qu'elle était encore là et qu'elle faisait la dernière année de pratique de sa vie avant de disparaître dans des conditions mystérieuses. Et c'était cool, mais en même temps c'était pas cool. Je dirais que j'ai comme été désagréablement divertie pendant toute ma lecture. Genre ça se lisait facilement, c'était facile d'avoir l'envie de continuer, mais il y avait vraiment quelque chose qui me soufflait à l'oreille qu'au final tout ça n'en vaudrait pas la peine. Et c'est en partie parce que on voyait exactement ce que l'autrice voulait que nous on pense en lisant. Genre elle nous mettait des pistes qui étaient
tellement évidente qu'on savait que c'était impossible que ce soit ça parce que le livre il aurait pas été publié, c'était juste ça. Et donc c'était énervant, c'était comme trop peu subtilement forcé comme point de vue. Et la plume, j'aimais pas vraiment comment c'était écrit, je trouvais que c'était très répétitif dans la présentation des émotions et des réflexions. La protagoniste avait toujours les mêmes réflexions. Et là, ok, bon, je passe pas le meilleur moment de ma vie, mais au moins je suis divertie, je veux connaître la fin. Mais la fin arrive. Et la twist ne fonctionne pas. C'est quelque chose de vraiment extravagant. Ça aurait pu être intéressant. Mais le problème, c'est que ce livre est écrit à la première personne et cette twist ne peut pas exister à la première personne. Petite correction, la twist pourrait exister à la première personne, mais elle pourrait pas exister avec la façon dont la première personne a été utilisée et écrite dans ce livre-ci. Je suis désolée de parler de façon vague, mais c'est parce que si je nomme c'est quoi le problème, je vous spoil c'est quoi la twist genre. Je comprends pas comment la maison d'édition a laissé ça passer. Parce que le problème aurait été complètement réglé si t'avais juste changé la narration. Là, ça fonctionne pas. Je peux pas vous expliquer c'est quoi parce que je veux pas vous spoiler, mais ça fonctionne pas. Pour le divertissement, j'aurais pu lui donner quelque chose proche d'un 3 étoiles. Parce que si vous cherchez à juste vous perdre dans un récit, mais ça fait le travail. Mais les problèmes étaient tellement énormes que je peux juste comme pas. Je trouve ça inacceptable de laisser ça de même. Je suis juste pas capable de respecter l'œuvre dans son ensemble en sachant à quel point ce livre fonctionne juste en nous mentant sur des trucs où ça aurait pas dû être possible de nous mentir. Donc pour moi, ben c'est un 2 étoiles et je me sens juste totalement trahie parce que j'ai l'impression que l'autrice a choisi la voie la plus simple et mensongère pour s'assurer que son truc à la fin fonctionne, alors que ça aurait été possible si elle avait juste été un peu plus créative et judicieuse dans ses choix narratifs, je sais pas. Moi je peux pas recommander ce livre-là, mais en même temps, je suis certaine qu'il y a des gens qui passeraient un bon moment en le lisant. C'est juste la twist à la fin là qui m'a fâchée. Bon, après ça, je vais vous parler de My Favorite Half Nightstand de Christina Lauren. Je l'ai lu en anglais, mais il a une traduction en français sous le même titre. Et c'est le dernier livre que j'ai terminé. Donc ici, la déception, elle est très fraîche. Ça parle d'un groupe d'amis qui se mettent tous ensemble sur une application de dating parce qu'il y a un événement à venir et ils veulent se trouver chacune une partenaire. Et la protagoniste va se lier sur l'application avec son meilleur ami du groupe, mais il va pas réaliser que c'est elle. Et donc au départ, elle va continuer à pousser la blague de plus en plus loin pour voir jusqu'où elle peut se rendre, mais au final, ben ça va aller trop loin. Et les choses vont se compliquer parce que non seulement il y a ça, mais en personne, eux, ils arrêtent pas de coucher ensemble. Donc bref, on est sur une histoire typique de deux personnes qui s'écrivent et nous, en tant que lecteurs, on sait chacune des personnes c'est qui, mais eux, il y a juste une des deux personnes qui sait l'autre c'est qui. C'est une trope qui peut être totalement énervante ou bien réussie, et dans ce cas-ci, je dirais que ça a été totalement énervant. Si vous cherchez un livre qui le fait bien, ok, c'est Divine Rivals. Mais la raison pour laquelle Divine Rivals le fait bien, c'est parce que ces personnes-là n'avaient pas un lien proche dans la vraie vie. Donc oui, ok, il y avait un des deux qui savait l'autre c'était qui, mais c'était pas une grosse trahison parce qu'ils étaient pas constamment en train de se parler et se baiser dans la vraie vie. Là, ce sont deux meilleurs amis qui font des choses ensemble, qui passent constamment du temps ensemble, et donc ce livre, si la protagoniste avait juste été honnête, ben il aurait fait 50 pages. C'est littéralement le genre de situation où t'es comme, ce livre n'existerait pas si la protagoniste avait juste dit « Hey, c'était une blague! » Tu sais, la personne à qui t'as écrit hier, ben c'était moi, mais non, là, faut se taper 300 pages de blablabla, oh mon dieu, il y a un mensonge, blablabla. Et ça m'énerve parce que j'ai aimé la dynamique de ce groupe d'amis, j'ai aimé l'intérêt amoureux, je trouvais qu'il était un bon personnage. La première partie du roman se lisait super bien, c'était agréable jusqu'à ce que ce soit plus... Bref, malgré la panoplie d'éléments positifs que je voyais, j'ai juste terminé cette lecture en étant aigrie parce que j'ai lu un truc que j'aurais pas eu à lire si la protagoniste avait juste décidé de dire la vérité. Et aussi, ok, ça c'est vraiment pas important. Mais le livre commence avec un gros monologue sur le fait que la protagoniste est obsédée avec les tueuses en série. Et moi j'étais comme, oh, ouais, yes! Évidemment, ça sert absolument à rien dans le livre, ok, on n'en parle quasiment pas. Donc oui, c'est pas un point important, ok, mais moi ça m'a déçu. Commence pas avec un monologue épique sur les tueuses en série pour au final pas l'utiliser. Donc je vais donner 2.5 étoiles à ce livre. Je sais que j'aurais pu lui donner un petit peu plus parce que c'est pas un mauvais livre. Mais quand on regarde l'état dans lequel je l'ai terminé puis à quel point j'étais énervée, je me vois juste pas lui donner une note plus positive que ça. Genre, je repense
pense à des 3 étoiles que j'ai données dans ma vie, puis je suis comme, ces livres-là, même s'il y avait des défauts, m'ont infiniment rendue plus heureuse que ce livre-là. Bref, c'est ça, Mamaki est encore une fois énervée par une romance qui vire mal alors qu'elle commençait bien. Ok, ensuite, nous avons Frappe à bord de Mireille Gagné. Ça, c'est une science-fiction québécoise que je tenais absolument à acheter parce que je veux que l'édition québécoise publie davantage de livres comme celui-ci. Ça, c'est un truc assez particulier parce que on suit 3 points de vue différents. Il y a celui d'une mouche, donc un frappe à bord. On est vraiment dans son point de vue à elle. Et écoutez, la vie de mouche est peut-être pas si ennuyante que ça finalement. Ensuite, il y a celui d'un travailleur et ensuite, il y a celui d'un homme qui participe à une opération secrète sur une île en 1942. Donc, les 2 premiers points de vue se déroulent dans un présent où il y a une grosse canicule, il y a une épidémie de comportements violents et il y a des mouches et des insectes partout. L'écriture est très sèche, c'est un style complètement volontaire que j'ai souvent vu dans des science-fiction et parfois c'est comme un petit peu difficile à lire, mais là je trouvais que ça se digérait super bien. Parfois il y a de la sécheresse, que c'est comme c'est écrit par quelqu'un qui a un esprit très analytique puis qui est comme pas capable de trouver un petit peu de créativité dans sa plume, mais là c'est quelqu'un de très créatif qui a fait un choix de comme enlever un petit peu de style. On installe progressivement des éléments intéressants. L'ambiance est intéressante. J'ai été un petit peu déçue de la fin parce que justement avec tous les pions qui étaient placés au fil du récit, je m'attendais à ce qu'on se dirige dans une direction infiniment plus surprenante que ce que ça a été au final. J'ai vu beaucoup de gens vanter ce livre pour les surprises qu'il y avait dedans, mais à part comme un petit truc un petit peu intéressant au milieu du livre, ben il y avait pas grand chose. C'est pas une déception, je trouve, qui gâche nécessairement le récit. J'ai passé un bon moment, mais ça va. C'est juste que c'est sûr que ça va pas révolutionner ma vie de lectrice de science-fiction, mais j'ai aimé, puis j'ai pas du tout l'impression d'avoir perdu mon argent en l'achetant. Donc je lui ai donné un bon 3.5 étoiles et je suis très ouverte à découvrir d'autres œuvres de l'autrice parce que j'ai vu beaucoup de potentiel là-dedans. Si vous cherchez une petite science-fiction qui est facile à digérer, qui est intrigante mais sans pousser trop loin, je pense que c'est un bon candidat. Ok, nous passons maintenant aux lectures qui ont été absolument positives. C'est pas des coups de cœur, mais c'est absolument positif. Alors ici, nous avons À la maison de Myriam Vincent. Ça parle d'une femme enceinte qui déménage dans une maison avec son conjoint et la maison est très étrange parce que tout au complet. L'extérieur, l'intérieur, chaque centimètre de cette maison est peint en blanc. Mais avec leur budget, c'est le seul truc qu'ils peuvent se permettre. Donc ils se disent, ben écoute, on va l'acheter puis on va changer la déco. C'est pas plus compliqué que ça. Finalement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. La maison va vraiment réserver des surprises à notre protagoniste et son chez-soi va en quelque sorte devenir son pire ennemi. C'est un livre très étouffant parce que cette femme est à la fois prisonnière de sa maison, mais aussi de son corps de femme enceinte. Et donc, niveau atmosphère, on est sur de l'horreur totalement bien exécutée, je trouve. C'est le genre d'œuvre qu'on dévore. C'est bien écrit, c'est bien pensé, c'est bien construit. Tu ouvres le livre, là, puis c'est très difficile d'arrêter. Pendant ma lecture, j'ai été très contente de voir une référence directe à La Maison des Feuilles de Daniel Whisky, parce que je trouvais que c'en était genre extrêmement inspiré, donc je me demandais. Mais là, quand j'ai vu la référence, je me suis dit, ok, c'est vraiment comme un hommage intelligent à cette œuvre. Bon là, je veux juste préciser que quand je dis que c'était comme extrêmement inspiré de La Maison des Feuilles, je voulais pas le dire en mode c'est plagié. Quand tu regardes sur papier les faits des 2 livres, il y a juste une maison étrange qui les réunit. Mais là où je trouve que c'était inspiré, c'était vraiment au niveau de l'atmosphère puis le sentiment que le livre donnait. Donc c'est ça, pendant que je disais le livre, je me disais, je me demande si la personne a lu La Maison des Feuilles parce que c'est comme, c'est dans la même famille là. Puis finalement oui. En fait, je dirais que À la maison, c'est la version plus agréable et accessible, mais infiniment moins intelligente et poussée de La Maison des Feuilles. Pas que ce livre-là est pas intelligent, mais on s'entend que La Maison des Feuilles, là, c'est un des trucs les plus incroyables au monde. Niveau qu'est-ce qui s'est passé dans ce cerveau-là pour que ça sorte sur des pages. Donc, en fin de compte, la raison pour laquelle ce livre n'a pas été un 5 étoiles, c'est justement parce que je trouve que ça s'est dirigé un petit peu en ligne droite vers la fin. Genre, c'était très standard comme approche. C'est pas du tout une mauvaise approche.
proche. Et la ligne droite, elle était tellement agréable que c'est pas un problème d'avancer en ligne droite. Mais puisque j'avais lu des œuvres qui prenaient ce genre de trucs puis qui poussaient vraiment très loin, c'est sûr qu'avec ce livre, j'avais l'impression qu'on dépassait pas nécessairement la même ligne au sol. Mais je le recommande totalement. C'était bon, c'était bon. Je lui donne un très bon 4 étoiles et c'est sûr que je lis Fury de la même autrice cette année, c'est sûr. Alors en troisième position, nous avons Kim Ji-young, né en 1982 de Cho Nam-ju. Ça c'est une fiction qui n'en est pas vraiment une, parce que oui, ça parle de la condition féminine à travers le personnage fictif de Kim Ji-young, mais ça parle aussi de la vie de toutes les femmes. J'ai mis un petit moment à m'accrocher à la narration au début parce que c'est écrit de façon très directe, un peu comme si c'était un roman documentaire qui faisait juste décrire les événements qu'il voyait. Mais j'ai fini par m'y habituer et au final, je trouve que le point de ce roman était totalement réussi. Même s'il y a définitivement des choses qui sont propres à la société coréenne niveau culture et traitement des femmes, j'ai trouvé que c'était une œuvre qui encapsulait parfaitement juste l'expérience féminine globale et ce même à travers la progression de la société. Il y a tellement d'événements qui, en soi, si tu faisais juste comme les raconter à quelqu'un, c'est un tout petit truc. Mais quand tu vois le tableau entier de la vie de Kim Ji-young, tu comprends pourquoi ces trucs-là ont un poids. Tu comprends pourquoi tous ces événements représentent en fait un marteau qui fait juste enfoncer le clou à chaque fois. Et donc, c'est assez triste comme récit au final parce que je pense qu'on se reconnaît malgré nous là-dedans, on reconnaît nos proches et ça nous fait encore mieux voir toutes les petites choses qu'on a pu encaisser au cours de notre vie et qu'on va continuer à encaisser juste parce qu'on est des femmes. Donc en bout de ligne, ça a vraiment laissé une impression forte sur moi. Je pense qu'avec le style d'approche, ça plaira définitivement pas à tout le monde. C'est comme, faut que tu sois ok avec ce style, sinon ça va pas coller. Mais moi personnellement, ben ça a collé, puis j'ai donné un 4.25 étoiles. Pour ce qui est du livre, en deuxième position, c'est Les enfants sont calmes de Kevin Wilson que j'ai lu en anglais. Ça non plus, c'est pas un livre qui va plaire à tout le monde, mais moi ça m'a beaucoup plu. Pour essayer de le résumer, ça part d'une femme qui a eu une amitié assez particulière avec une femme pendant leurs années universitaires. Et il y a quelque chose qui s'est passé entre elles. Ça fait plusieurs années qu'elle communique uniquement à travers des lettres. Et un jour, elle va recevoir une lettre de son amie qui lui dit « J'aurais besoin de toi. Peux-tu venir chez moi dans son manoir parce qu'elle, c'est une femme très riche et j'ai un emploi pour toi. » Et donc, curieuse, notre protagoniste va y aller et elle va découvrir que l'emploi en question, c'est d'être babysitter de 2 enfants qui ont tendance à pogner en feu. C'est genre de la combustion instantanée, mais heureusement, ça fait pas mal aux enfants, mais ça a créé des problèmes. Et donc, ben, le récit va être à propos de cette protagoniste qui découvre ses enfants, qui développe un lien avec eux, tout en continuant de gérer un peu la dynamique étrange qu'elle a avec cette amie. Et le produit final de cette œuvre-là, c'est juste un truc totalement attachant. Pour vendre ce livre, il faut vendre les enfants. Il fallait que les enfants soient attachants, ok? Puis même si c'est des petits maudits, mais je les aime. Et je comprenais totalement pourquoi la protagoniste, qui est pourtant pas genre quelqu'un avec un gros instinct maternel ou qui est attirée vers les enfants et tout, pourquoi elle aussi, elle les a aimés. Puis je la trouvais intéressante comme personnage. Ses réflexions, ses réactions, c'était pas nécessairement ce à quoi on s'attendait. Et j'ai aussi aimé le traitement de l'amitié qui est honnêtement toxique avec son ami. Et ce que j'ai aimé plus particulièrement, c'est que on a affaire ici à une protagoniste qui sait que l'amitié est toxique, qui sait qu'il y a des problèmes, mais qui est pas capable de se détacher de ce lien. Et le but de ce livre, c'est pas de régler leur amitié. Le but de ce livre, c'est vraiment son lien à elle et les enfants. Bon, là, je viens de couper une section de genre 2 minutes ici où je continuais à parler en profondeur du réalisme de cette relation-là, blablabla. Puis je trouvais que je spoilais un peu la direction dans laquelle ça allait aller, donc j'ai coupé tout ça. Puis à la place, je vous dis, hey, lisez ce livre puis découvrez-le vous-même. Et donc, ce livre, c'est vraiment un petit morceau de contemporain qui fait chaud au cœur, qui fait rire. Il y a eu un événement vers la fin que j'étais comme yes!
Quand il y a ce truc qui s'est passé, j'étais comme ok, ce livre, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je lui ai donné un beau 4.5 étoiles. Yes, ça fait du bien. Je le recommande, mais en même temps, si quelqu'un me disait « Hey, j'ai pas aimé ce livre-là, il se passait comme moyennement des choses », je serais comme « Ben, je peux comprendre, mais en même temps, moi, j'ai jamais été ennuyée. » Donc voilà, je le recommande, mais seulement si le résumé vous intéresse. Mais c'était original et très agréable. Et donc, pour ce qui est du meilleur livre de cette vidéo, c'est L'autre côté du rêve de Ursula K. Le Guin. Ça, c'est une autrice que je lisais pour, en quelque sorte, lui donner une dernière chance, parce que j'avais essayé un de ses romans dans le passé et sa plume avait été totalement, genre, indigérable. Donc, je voulais voir avec un roman plus court si j'étais capable d'apprécier son style. Et ben, vous devinez que ça a totalement fonctionné. Donc, L'autre côté du rêve, c'est un livre que je vous avais présenté dans le passé. Je sais plus dans quelle vidéo, mais j'avais présenté le résumé comme celui de l'histoire d'un homme qui fait des rêves et ses rêves deviennent réalité. Mais j'ai rapidement compris en commençant le livre que c'était mieux que ça. Oui, cet homme fait des rêves et ça devient la réalité. Mais ça fait pas juste changer la réalité, ça efface tous les souvenirs de l'ancienne réalité des gens. Donc par exemple, si cet homme rêvait que les chats avaient en fait 5 pattes, ben ça ferait pas que du jour au lendemain, les gens se réveillent et réalisent que oh mon dieu, les chats ils ont 5 pattes soudainement. Non, non, non. Les gens se réveilleraient comme d'habitude parce que les chats ont toujours eu 5 pattes. Et donc, cet homme-là est la seule personne au monde qui se souvient de la réalité passée. Et oh my gosh! Moi, ce que j'aime le plus de la science-fiction au monde, ok, c'est quand on me présente à un concept et on le pousse plus loin que moi je peux l'imaginer et comme je le dis souvent, là, c'est comme je me sens comme au précipice de quelque chose. La technologie ou juste l'ingéniosité, les idées, c'est comme oh my gosh, qu'est-ce qui va se passer? Et ce livre m'a totalement donné cette impression. À chaque fois que les rêves de cet homme étaient utilisés d'une nouvelle manière à laquelle j'avais pas pensé, j'étais comme mais oui, oh my gosh, mais c'est fou. Puis là, la fois d'après, ben c'est encore plus poussé. C'était tellement un plaisir à découvrir. Oh, j'ai adoré. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation avec une science-fiction et je commençais à me demander est-ce que c'est bel et bien mon genre littéraire préféré? Pourquoi j'arrive pas à ravoir ces sentiments-là? Mais ils sont là, encore une fois, très contente quand c'est pas de ma faute, ok? C'est juste des livres, je suis désolée. Il y a plein des choses dans la vie que c'est de ma faute. Ça l'était pas. Donc, écoute, je recommande ce truc, ok? La seule raison pour laquelle j'ai pas pu lui donner 5 étoiles, ça me fait de la peine, c'est juste parce que la fin, je dirais que la fin m'a un petit peu perdu, ok? Mais c'est un 4.5 étoiles extrêmement solide. Oh, j'ai tellement eu de plaisir à lire ce truc. Donc voilà, je recommande. Bon, ben c'était tout pour les livres que j'ai lus récemment. Avant de nous laisser, j'aimerais savoir dans un commentaire quelle a été la meilleure lecture que vous avez faite récemment et aussi la pire lecture. Vous pouvez me faire des petits classements si vous voulez. C'est le fun les classements. Est-ce que vous aimez les classements? Moi je les aime. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À partir de maintenant, je vais poster aux 2 semaines. Comme je vous en avais parlé dans ma vidéo des 3 ans, ma vie en ce moment, c'est pas la catastrophe, mais c'est vraiment le chaos total. Donc c'est ça. Je sais pas honnêtement quand est-ce que je vais poster. Je pense que ce sera 2 semaines. Mais donc, si je poste, ben, comme d'habitude, c'est le vendredi à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!